Donc je vais commencer avec la réparation complète du tranchant de cette lame japonaise. Maintenant qu'il a été aiguisé avec l'aiguiseur à tirer, parce qu'on voit en fait ces petites stries horizontales qui détruisent complètement le tranchant. Complètement le tranchant, c'est... Voilà. Donc je te montre l'outil en question, celui à ne jamais utiliser parce que, enfin en tout cas, à mon avis, ça, c'est des tueurs de couteaux. Tout simplement parce que l'angle utilisé est inapproprié. En tout cas, c'est vraiment pas bon. Nous avons ici une belle lame Damas bien moderne, inoxydable, avec un acier VG10, avec une dureté HRC de 60. On voit que le tranchant est pas mal, mais il coupe déjà moins bien, tout simplement parce qu'il y a une usure. Moi, je remarque particulièrement à vue d'œil, tout simplement, que la pointe, elle a une courbure ici à retravailler en fait. Il faut être un peu plus à l'aise, il faut que je travaille un peu sur la courbure de ce couteau. Voilà, on voit un reflet sur le tranchant. Allez, c'est parti. Je vais commencer tout simplement avec la Naniwa 400 en grain. Ici, je redécouvre encore un couteau de la marque Koi. Un couteau que l'on peut acheter en Australie. Donc,
d'inspiration japonaise, parce que je pense que la famille a vécu au Japon, mais ils sont d'origine hispanique. Donc ici on voit plusieurs traces, peut-être un fusil, et ici sur le talon, cette partie-là a été un peu rangée aussi. Le couteau a été placé un peu trop à plat, probablement, pour un affûtage. Donc là, je vais rattraper complètement toutes les petites imperfections, enfin, dans la mesure du possible, parce que des fois, lorsque c'est un peu trop haut, je ne vais pas mettre l'accent sur l'esthétique non plus, parce que il s'agirait d'une retransformation totale et là je ne suis plus sur le tarif de base de l'aiguisage. Là on voit pas mal de reflets. Donc même peut-être une torsion à ce niveau-là. On va essayer de reprendre soin de ce petit bébé Damas en AUS 8. Je sais que Koi, pour la plupart des couteaux, ne sont pas en VG10 mais en AUS 8 Damas. Très surprenant, mais c'est ce que je lisais sur le site internet. Allez, à tout de suite. Mais très beau manche, hein. Qualitatif, excellent. Hop. Et en fait, une fois n'est pas coutume, vu que là on a du bois, je vais utiliser de la cire d'abeille. À Paia, quand même, c'est la commune des bosses, parce qu'en fait, il y a deux personnes que je connais qui vendent des produits de qualité. Donc, il y a John Spearfishing pour ses produits de pêche, ses beaux couteaux, et il y a donc la cire d'abeille de John Spearfishing que j'utilise aussi pour les couteaux. Mais au tout début, vraiment, il y a Louise Frogier, mon amie, qui est apicultrice, et quand elle m'a montré, je dis bah tiens, regarde, ça va t'intéresser, je vends de la cire d'abeille. Donc Louise Frogier fait de la cire d'abeille de Tahiti, produit de qualité que j'utilise depuis des années sur les manches de vos couteaux en bois et vos étuis en cuir. Donc évidemment, maintenant que j'ai protégé, en fait j'ai saturé le manche de ce couteau Koi avec de la cire d'abeille, je vais bien protéger le manche dans du papier cellophane. Je sors mon couteau fétiche de chez Benchmade en estron V, acier de l'espace, donc mon couteau de tous les jours. Je protège le manche de ce couteau et on continue avec l'aiguisage à la pierre. Je te montre. Souvent, là, on me pose une question, combien de temps tu prends pour faire les couteaux? Ça, c'est pas une question facile, parce qu'en fait, ce n'est pas en dépendance de moi, mais en dépendance de l'usure du couteau et de sa trempe thermique. Parce que je ne vais pas terminer un couteau qui a complètement plein de caries, c'est-à-dire des cassures, des fissures sur tout le tranchant. Donc je dois faire une reconstruction totale. C'est pas du tout pareil que si j'avais une lame, on va dire, en très bon état, mais juste émoussée. Et par exemple, je dois faire attention sur les couteaux de ce type-là, où le talon, la zone du talon du couteau, a une épaisseur 4 fois plus épaisse que vers la pointe du couteau. Donc la partie distale, la pointe, est vraiment très fine et c'est très agréable parce que des fois sur des couteaux européens, c'est tout l'inverse. On a une pointe qui est plus épaisse qu'à l'origine et ça, je trouve que c'est pas normal. C'est pas pour moi un signe de qualité ou d'exigence. L'exigence industrielle. Alors aujourd'hui, je suis un peu d'humeur à faire une vidéo où je papote, je partage avec vous le moment présent, ou comme l'instant présent, je pique l'idée d'un restaurant à Tahiti.
Voilà, on le voit super bien, je suis très content. C'est pas un cheveu à Yannick, ça. Si tu te demandes ce que c'est un morphile. Avant ça, il y avait abusivement une bavure lorsque j'avais la Shapton 220 en grain. Mais là, je suis passé ensuite progressivement avec la Naniwa 400 et maintenant là, la petite boucle que tu vois sur la pierre, c'est la Naniwa 800. Un très beau polissage, c'est une pierre qui suffirait amplement pour chacun dans sa cuisine. Voilà, hein, là j'étais vraiment en plein travail. Et qu'est-ce que je remarque? Au moment où je travaille tranquillement, sans faire de démorphilage, on voit ce morphile qui se détache. Je vais essayer de baisser un petit peu la luminosité pour qu'on voit un peu mieux ce que c'est. Et donc en fait, le métier dans l'aiguisage, vraiment, c'est de savoir démorphiler. Parce que quand on ne sait pas démorphiler, ce petit morceau-là, il se pète en 1000 morceaux, il casse en fait véritablement le tranchant qui se cache derrière ce morphile. Je vais peut-être augmenter la luminosité au final. Voilà. Allez, excessif. Voilà. On voit ce poil qui est tout blanc au final. C'est excessif. Difficile de capturer les images sur l'écran, mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous montrer ça. Voilà. Quand on aiguise, si l'aiguiseur n'arrive pas à faire ça, démorphiler correctement, parce que je suis vraiment ravi parce que là, avec la Naniwa 800, ça s'est fait déjà. Et j'ai vu toute la partie avant aussi vers la pointe du couteau qui se retirait, mais celle-là, il y a un démorphilage qui est magnifique. Il faut que je continue tout doucement jusqu'au talon, cette petite pointe qui est juste là. Là, je suis en train de me toucher sans me couper. Voilà, il faut que je démorphile jusque là, doucement, avec un angle précis et constant. Donc un mouvement qui doit être bien maîtrisé. Donc je m'entraîne beaucoup pour ça. Et je garantis en fait un tranchant de qualité sur ton couteau et ça me fait vraiment plaisir. Je vous parlais à un moment donné de l'ikigai, cette philosophie japonaise. On va regarder un petit peu ce qui est le sens de la vie, la joie de vivre dans ce que l'on sait faire et ce qui est utile pour le monde. Et vraiment, je me sens vraiment très heureux. Alors, je vois que cette face-là n'est pas terminée, surtout au niveau du talon. Des fois, on me voit faire des mouvements répétitifs très petits. En fait, c'est parce que j'essaye de me familiariser à un mouvement que je vais répéter ensuite sur toute la longueur de la pierre. Ce petit mouvement répétitif me permet en fait de cibler une zone du couteau. Donc là, je disais le talon. Le tranchant est bien plus beau, on voit bien tout le polissage du taillant. Excellent. Ce que j'aime beaucoup, c'est le traitement évidemment du bois avec la cire. Magnifique. Très joli couteau.
Nous avons là un beau Yanagiba, mais il a sur son tronçon beaucoup de cassures. Bon, une là déjà. Un peu sur toute la longueur. Il est rouillé. Bien besoin d'un bon aiguisage à la pierre. Encore là, une cassure. Une cassure. Il est bien usé en fait ce Yanagi. Allez, c'est parti. Ça n'a plus rien à voir en fait. Hein. Avec un aiguisage à la pierre, ça n'a plus rien à voir. La réparation a été faite sur toute la lame, talon pointe. Alors je teste ce Yanagiba avec ce tube en papier. Alors hop, voilà, voilà le couteau. Il y a quand même du vent, hein. Il y a quand même du vent. Alors c'est parti, pas de vent. On y go. Il n'y a pas à dire, hein, ça coupe super bien. Ouais, super bien.